les gars, salut les go, comment ça va? Top de retour dans vos vies. Avec moi, j'ai ramené le coup pour deuxième épisode dans le mois. Oui, on vous avait averti que ce mois-ci, mois d'avril, sera lourd en événements sport de combat. Donc, on est de retour avec deuxième épisode dans le mois. Et cette fois-ci, on va se focaliser sur les deux événements en boxe qui arrivent. Errol Spence contre Ugas et Tyson Fury contre Dylan White. Mais avant ça, on va faire un petit saut du côté de ce qui s'est passé la semaine dernière. Il y a eu des cœurs brisés, mais c'est pas grave, on avance. Ça va les gars, on dit quoi? On a Johan avec nous, on a John, on a Léo, Parker, il est du côté de Madrid. Faut laisser les problèmes. Il est du côté de Madrid, c'est pas grave. Moi, je reviens de Miami, là. Ok, les gars, ça va. Ça a été pour vous le week-end? C'est prêt? Le week-end, c'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Léo, c'était bon pour toi? Super, génial. À part les options, tout était clair et net. Top, top. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme je disais, on va d'abord faire un débrief de UFC 273. Ensuite, on va s'attaquer à Errol Spence contre Ugas. Et ensuite, on va terminer avec Tyson Fury contre Dylan White. So, let's go. C'est parti. Donc, on passe côté prédiction. Donc, côté prédiction pour les trois, le combat de Khamzat, le combat de Yann et le combat de Holloway. Donc, Johan, toi, tu dis? Khamzat, deuxième. Peter Yan, j'ai dit, je crois, quatrième. Et pour créer un zombie, le chiffre 4 aussi. John sait pourquoi. Ok. Le Banja. Vas-y, Léo. Bah, écoute, c'est simple. Hein. Khamzat dans les deux premiers rounds. Alors, je pense que ce sera une soumission, mais je ne vais pas me lancer là-dessus. Donc, je dirais Khamzat les deux premiers rounds. L'autre combat, comme je vous ai expliqué, Sterling, troisième round contre. Et puis Volkanovski, ça va aller très vite. Ça va être très vite. En fait, c'est une belle carte. Hein. Cette carte-là, c'est une belle carte, mais les combats vont aller vite. Ouais, ok, d'accord. Parker? Victoire par KO de Volkanovski. Victoire de Sterling à la décision. Et vous savez, quand il y a les loups, il y a Mowgli. Et Mowgli. Oui, ça semble encore. Mowgli, c'est le roi des loups. Victoire au deuxième round de Khamzat. Ah, alors Merci, tout ça pourquoi? Regardez-moi les blagueurs. Ils nous ont embrouillé pour ramener sur Kazam. Non, sincèrement, les gens vont miser l'argent. On ne fait pas d'émotion. Il va le frapper, man. John, vas-y, John. Joe, il va le frapper. Non, moi, j'avais dit Yann KO deuxième. Soumission de Volkanovski, j'ai également dit deuxième, donc 2 plus 2, 4. Et comme il faut faire le quatrième, Burns au quatrième. Burns au quatrième. Ah, Jim Burns au quatrième. Oh, shit. Chacun sa sorcellerie, non? Non, tu as peut-être raison. Hein. Non, mais je te salue si ça tombe. Parce que le gars-là a un autre niveau. Je ne sais pas, les gars. Il a un autre niveau. John. Pour moi, ce sera Khamzat au premier. Khamzat, premier round, KO. KO en striking. Peter Yan, début du deuxième round, KO. Et Volkanovski au premier, soumission.
Donc, les gars, UFC 273, on fait le débrief. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles ont été vos déceptions? Nganga va commencer. Performance qui vous Non, mais avez... moi, je vais commencer et surtout, je vais parler de mon poulain, celui que John aime tant, en fait, le futur champion. Parce que Khamzat a prouvé qu'il fallait compter sur lui à l'UFC dans cette catégorie et qu'il est un vrai problème et un vrai danger, en fait, pour ceux qui sont en haut. Et en haut de lui, maintenant, il reste 2 personnes, Colby et puis Kamaru. Je pense que là, au classement, il va faire un bon, il sera sûrement peut-être 5e ou 4e, un truc comme ça. Et logiquement, le prochain combat, ce sera Colby, avant bien sûr d'affronter donc le King Kamaru. Ceux qui avaient des doutes sur son striking, j'espère que vous avez vu le combat. Il n'y a plus de doute à avoir, que ce soit en fait au sol, que ce soit en striking. En fait, il est très complet et très fort partout. Résistant, parce qu'on a vu qu'il a encaissé des coups en fait aussi genre de Burns. Donc, s'il y a juste une chose à retenir de ce combat, c'est qui pourra l'arrêter. Voilà. Donc, je sais que les autres ont parlé des autres combats, mais ça, c'est moi mon combat mon combattant qui me tenait vraiment à cœur. C'est ce que moi je retiens du week-end. Vas-y, Ouais, John. c'est bon. Donc, je disais, ça, c'est les réponses de politiciens. Ça veut dire qu'il raconte une partie de l'histoire, il oublie le reste. Il faut préciser. Déjà, avant toute chose, c'était un gros combat. Et petite rectification par rapport à ce que j'avais, par rapport à mon pronostic, en fait, c'est que j'avais dit 4e round en oubliant, en fait, que c'était un combat en 3 rounds. Ouais. Donc, ça, c'était le petit rectificatif que je voulais apporter. Et sinon, le combat en lui-même, franchement, c'est l'un des combats jusqu'ici, c'est l'un des plus gros combats. Déjà en termes c'était un très très beau combat. C'est ce que je voulais voir un peu entre Colby et Masvidal. C'est ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que les gars sont vraie guerre. Et concernant Khamzat, bon, point positif, c'est que je pense qu'il faisait le Ramadan. Et pour arriver avec ce volume pendant le Ramadan, déjà, mon gars, il faut en avoir dans le ventre. Ça, c'est déjà le premier point. Peu importe le sport que tu fais d'ailleurs, quand tu fais le ramadan, le carême, ça t'épuise physiquement et le gars, il a tenu. Donc ça, c'est ce qu'il faut saluer. Maintenant, tu oublies de dire que tu avais annoncé un massacre. Et le massacre n'a pas eu lieu. Le massacre n'a pas eu lieu. On a vu déjà que ton gars est sorti de son game plan. Tu as entendu son coach, comment son coach a gueulé. Il est sorti de son game plan. On a vu que ton gars avait peur d'aller au sol contre Burns. À certains moments, il s'est retrouvé, Burns était sur le dos, il lui a dit, relève-toi. C'est pour vous montrer toute sa palette. C'est pour montrer toute sa palette. Termine. C'est pas de la peur, mais termine. Mais c'est stratégique. Ça veut dire que si tu n'es pas là pour faire un truc et puis qui va te faire prendre plus de risques, il a été stratégique, il n'y a pas de souci. Ensuite, le gars, au niveau du striking, c'est vrai qu'il en voit, mais au niveau des coups qu'il a encaissés, les mouvements ne sont pas encore complets. Ouais. Donc, il y a encore des éléments à améliorer de ce côté-là. Et moi, le problème que j'ai eu avec ce combat, c'est que le knockdown n'a pas été compté. On dit qu'il a glissé, il a pris un clean shot, il est tombé, mais on n'a pas compté le knockdown. Moi, je suis resté comme ça, moi, ça m'a un peu interpellé. Et il s'est fait... Bon, c'est vrai qu'il a... Je n'arrive pas à déterminer... Bon, si, parce que pour moi, la différence s'est peut-être faite au niveau des takedowns. Mais sinon, au niveau de striking, moi, j'aurais même donné match nul, hein, en vrai, sur l'ensemble du combat. Moi, je ne suis pas d'accord avec ton analyse, John. Je ne suis pas d'accord avec ton analyse. Et il y a certains points sur lesquels je suis d'accord chez Johan, mais je vais essayer de synthétiser. Pour moi, Khamzat a été impressionnant. Excusez-moi, je vais à contre-courant, il a été impressionnant. Pour la simple bonne raison que le mec, il n'a pas respecté son plan de combat. Il a voulu jouer les orgueilleux
Et ça a fonctionné. C'est tout. Et ça a fonctionné. Il a voulu montrer aux gens que bon, vous me prenez pour quelqu'un qui évite les coups, vous me prenez pour quelqu'un qui va au sol, qui va toujours chercher le grappling parce que c'est sa force, on ne va pas se mentir. Ben, il est monté, il est resté debout, il a montré aux gens, les gars, moi je suis prêt à encaisser. Je suis prêt, les gars, je suis prêt. Vous pensiez peut-être que parce que j'ai pris que 2 coups en plusieurs combats, je ne sais pas encaisser les coups. Je sais encaisser. Mais même si je trouve qu'il a été impressionnant d'avoir supporté les pétards de Burns et d'être resté debout jusqu'à la fin, c'est un petit con dans sa tête. C'est un petit con qui manque un petit peu d'expérience. Mais et j'aurais été son coach, j'aurais pété un câble de la même manière. Parce que même si tu veux, quand son coach pète un câble au second, on se dit au troisième, il va revenir, il va gérer. Il gère, si vous remarquez bien, hein, troisième round, il gère au début, et à la fin, il veut repartir dans la bagarre. Donc, je pense qu'il est encore un peu jeune dans son esprit. Et les gens, les combattants de l'UFC, qui auront commencé à faire leur mea culpa en disant « Ouais, mais en fait, il n'est pas si impressionnant que ça », ils vont devoir faire attention parce que au moins là, les gars, lui, ça lui a fait… je pense que ça va le faire réfléchir. Et il va devenir plus intelligent. Comme je disais la dernière fois, c'est comme Adesanya. Adesanya, c'est un farfelu. Mais dès qu'il a commencé à prendre des coups, son style, il a changé. Vous allez voir le prochain match. C'est un autre Khamzat que vous allez voir. Un autre Khamzat. C'est tout ce que j'ai à dire. Bon, moi, je vous rejoins un peu de part et d'autre dans la mesure où le fait qu'il n'a pas suivi le game plan proposé par son coach. Bon, ça, c'est déjà une lacune. Bon, après, lui-même, il explique ça en disant que, bon, il a trop voulu chercher le chaos, des trucs comme ça. Bon, après, moi, ce que je retiens de ce combat-là, c'est que on a au moins vu que, bon, Khamzat est humain, en fait. C'est vrai, la performance était impressionnante, mais le fait… Bon, après, moi, j'explique ça par 2 faits. Déjà, en allant au combat, le combat était le combat le plus médiatisé et comparé au co-main event et au main event, donc il y avait beaucoup de pression sur lui. Après, je rejoins aussi John qui dit que bon, peut-être qu'il faisait le carême. Bon, c'est la période du carême. Bon, je pense que ça aussi, ça a dû jouer. Un autre point qu'on a oublié de mentionner, que c'était la première fois que Khamzat combattait devant un public UFC aussi. Bon, donc ça aussi, je me dis que ça aussi, ça peut-être joué dans les guts du frangin. Mais bon, sur cette performance-là, on a vu les lacunes de Khamzat et on a vu que, bon, le gars, hormis le fait qu'il soit humain, il a quand même un cœur, en fait. Parce que prendre tous les coups qu'il a pris, surtout au deuxième round, prendre tous les coups qu'il a pris au deuxième round et revenir au troisième round, tenir comment on appelle, tenir le… C'est ça, il a du cœur. Il a montré qu'il a du cœur. Bon, après, de là, en allant dans le futur, en fait, de là, il ne peut qu'évoluer, en fait. Là, je pense que la performance va lui servir de leçon. Bon, déjà, lui-même, il a dit que bon, l'erreur qu'il a commise, c'était de ne pas suivre le game plan imposé par les coachs. Mais la prochaine fois, que les gens ne se basent pas sur cette performance-là pour dire que, bon, ils vont maintenant accepter les combats qu'on propose à Khamzat. Et moi aussi, j'avais peur de ça. Je me disais que les autres fighters en UFC vont voir ce combat-là, ils vont dire, mais en fait, on avait peur de quoi, en fait? Tu vois? Mais bon, ce sera l'erreur. Ouais, ceux qui ont peur vont continuer à avoir peur. Ouais, c'est ça, ce sera l'erreur. Mais au moins, une chose est sûre, c'est que moi, je me dis, bon, as-tu? Non, il n'est pas prêt pour Ousmane. Ousmane, au deuxième round, Ousmane allait le terminer. Moi, je vois que Ousmane allait… Excuse-moi de t'interpeller, Erwan, mais il y a quand même un truc, là, sur la fin de ce que tu dis, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est que Gilbert Burns, il est deuxième au ranking, ouais, et il a déjà mis, au même titre que Khamzat, que John a constaté qu'il y avait un knockdown, il a fait la même chose à Ousmane.
Je vois pas, Il je a fait vois la pas même chose à je Ousmane. vois Hein. pas le. Bon, après, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il n'ait pas comptabilisé ça en knockdown. C'est vrai, il a été sonné, il a été rap. Je ne vais pas, comment on appelle, démentir ça. Il a été sonné. Mais le knockdown, on le comptabilise comment en fait? C'est genre, on te sonne et puis tu tombes sur le dos. Mais là, il est tombé sur le genou en fait. Le genou. Il est tombé sur Non, tu vas au sol. le knock. Et, T'as vu, et vu qu'on va parler de boxe tout à l'heure, en boxe, c'est genou au sol, gant au le sol, genou au et sol. on compte. Ouais, mais ouais, Non, en non, boxe, UFC. là, c'était MMA. Ouais, ouais. Bon, après, comme Là, je il disais, a, ouais, bon, c'était. il était sonné, oui, parce que même moi à ce niveau-là, j'ai dit, oh merde, il va perdre. Moi, j'ai cru que Tu sais là, comment Adesanya a crié? ouais, Mais bon, mais là, moi, une chose est moi, sûre. surtout, Erwan, moi, je voulais porter surtout l'attention sur le fait qu'on se dit, ouais, il ne pourra pas contre Ousmane parce que le gars, Burns, l'a un peu géré au deuxième round. Je répète, Burns a mis un KO à Ousmane. Ouais, ouais, ouais. En terminant le fond de ma pensée, je voulais dire en fait, je voulais voir l'évolution que Khamzat fait par rapport au combat qu'on vient de voir. Je voulais voir l'évolution qu'il fait au prochain combat contre un Koubi, par exemple. Et après, je me dis, Ousmane, c'est bon, quoi. Bon, après, peu importe qui est le champion. Après, Peu derrière, importe qui est le champion. Peu importe qui est le champion, quoi. Mais le titre, c'est après. Après Kobe, le titre. Allons-y, vous avez retenu quoi du co-main event? En fait, pour faire simple, on va d'abord, déjà, pour ne pas perdre trop de temps sur Volkanovski, dire que le meilleur a gagné, en fait, tout simplement. C'est clos. Et on va maintenant se concentrer sur le co-main event. Non, Ouais, parce que non, Volkanovski, il n'y a rien à dire. Il a Il n'y a rien à dire, en fait. Non, il y a quelque chose à dire. Non, il y a quelque chose à dire sur Volkanovski. Vas-y, dis-nous. Il y a quelque chose à dire. Les gars, Volkanovski est underrated. Pour moi, bon, si c'est ça, pour moi, après ce combat-là, Volkanovski a tous les arguments pour être pound for pound king, number one. Il a tous les arguments. Volkanovski. Pour te contredire, en fait, Erwan, pour vite te contredire, on ne va pas oublier que son avant-dernier combat contre Holloway, moi, je trouve que c'est le combat qu'il aurait dû perdre. Non, mais il a gagné. Oui, mais c'est un peu comme Sterling va parler tout de suite, mais c'est le combat qu'il aurait dû perdre. Et donc, pour moi, si tu veux, pour valider en fait vraiment le king de la catégorie, de toute façon, c'est ce que lui-même il voulait, il nous faut le combat contre Holloway pour qu'il règle en fait cette histoire-là définitivement. Quand je dis king, je dis pound for pound, c'est-à-dire le classement où Ousmane est premier. Oui, ok. Normalement, c'est Volkanovski qui doit être là-bas. Pourquoi? Parce que déjà, la série de Volkanovski, on oublie peut-être, mais c'est sur deux divisions. C'est en lightweight et en featherweight. Donc, c'est-à-dire qu'il coupe, il monte. Alors que Ousmane, c'est seulement une seule division. Mais s'il y a des boas dans sa catégorie, tu veux qu'il aille. Et justement, c'est là où j'en viens. Les gens qu'il a tapés pendant la série, c'est pas n'importe qui. Il a tapé Aldo, il a tapé Holloway 2 fois. Il a tapé Holloway 2 fois. Voilà, Aldo vieillissant qui est là. On voit Aldo vieillissant. Non, mais il est toujours, ça donne encore. Non, c'est ce que je dis. Il est encore là. Il a tapé il en a cité 2. Il a tapé Holloway 2 fois, il a tapé Ortega. Ortega, c'est excusez-moi de la comparaison. Oh non, arrête Léo, on a quand même vu le combat. Léo. Arrête. Vous ne savez même pas ce que je vais dire. Vous ne savez même pas ce que je vais dire. Non, on te voit venir, on te connaît. Je dis simplement Ortega. Volkanovski connaissait déjà ses failles depuis leur game indirect, là, comment on appelle ça? L'UFC Championship, là, le TUF, voilà. Et puis Ortega, c'est un bon gars. Mais Ortega, c'est quelqu'un de... Voilà, tu sais à qui me fait penser Ortega dans cette catégorie? Bon, il n'est pas là, il me fait penser à Diaz. Voilà. Non, parce que c'est quelqu'un qui, voilà, il est là, il va au combat, mais le projet, à un moment donné, les combats, il faut les gagner. Le dit suspect. Bon, n'empêche, il a tapé Ortega, il a tapé Zombie, il a tapé, il a encore tapé qui en lightweight, en lightweight aussi, il est invaincu là-bas. Je pense qu'il
Il a tapé qui? Shane. C'était qui le gars? En Mais tout cas, attends. Il me semble que j'ai vu une annonce là. Il me semble que c'est Rudo revient, non? qui? Cerudo il a- veut C'est revenir. Rudo, Ouais. C'est Rudo? Ouais. Cerudo revient pour. Cerudo Pour va lui? affronter. Ouais, Cerudo va affronter Volkanovski. Alors Il que. revient pour lui. Donc, non, ben écoute, c'est ton avis. Moi, je pense que celui qui reste number one, c'est Ousmane. C'est juste que pour le moment, il est blessé, donc il ne peut pas enchaîner les combats. Mais Ouais. je pense qu'il a assez prouvé et on ne va pas l'effacer du billboard juste parce qu'il y en a un qui a fait quelque chose d'assez impressionnant. D'autant plus que la catégorie, bon, c'est vrai, c'est sûr, deux catégories, lightweight et bantamweight, c'est ça? Et Ouais. bon, oui, La série si de tu veux. victoires. Ouais, Non, si tu veux, je ne vais pas c'est le contredire. combat. Je ne suis pas du même avis, mais je ne vais pas te contredire. Ce sont tes raisons. Mais sinon, là où je suis d'accord, c'est qu'il est underrated. Après, bon, le King, le pound for pound King, c'est Kamaru. Le CV, on connaît le Le CV CV, mais il est underrated. Ça, c'est parce qu'il marche. Même quand c'était chaud sur lui, le gars est très, très solide. Yeah. Ouais. Très solide, ouais. Moi, Et comme Par je la dis contre, toujours, le seul truc que avec ce combat, c'est que sur certains échanges, il a quand même pris des Il a trucs. pris, il a été sonné. Ouais, il a été sonné. ouais. Ouais, Il a été sonné. Mais qui va après, souvent Et puis, je après, trouve qu'il quand aurait ils ont pu souvent terminer ces le combat combinaisons plus là, vite aussi. c'est souvent risqué, hein. après, on parle Ouais. de Et je trouve qu'il aurait pu terminer le combat plus vite. Tu après, on vois. parle de zombies. Zombies cogne dur, les gars. Zombies, c'est zombies. Man. Ouais, mais là, il est fini quand même. Mais bon. Donc, Bon, on donc, termine. on a terminé. Maintenant, on peut aller sur le combat qui nous intéresse tous. Ma question, c'est, les gars, est-ce que vous êtes prêts à remplir le formulaire que Aljo a posé sur Moi, j'ai Vous répondu êtes prêts à sans demander formulaire, c'est pardon? comme peut-être deux derniers rounds là. Est-ce que vous êtes prêts Vous à... voulez commencer ou bien? Qui Bon, vas-y, commence? Non, Yohan vas-y. a dit qu'il commence. Vas-y. Commence, Johan. Non, mais en fait, le combat, comme Dana en fait a dit, de toute façon, nous, on a parlé directement après dans le groupe, c'est qu'on a été surpris de la décision. Je me rappelle, on était au début du 5e round, je disais, pour moi, il y a 2-2. Tu vois, quand Léo disait, genre, mais comment tu trouves 2-2? J'ai dit, pour moi, il y a 2-2, je trouve que le premier round, justement, c'est Petayan, en fait, genre, qui le gagne. Genre, il a plus, genre, en fait, de coups significatifs. Je pense, en fait, moi, je trouve que sur le round en question, Sterling, quand il commence, il fuit plus, tu vois, il essaie de gérer la distance. Il essaie aussi, genre, de gérer, justement, son combat, contrairement à la manière dont il avait commencé le premier combat, où il était allé, genre, très agressif, où il avait presque tout donné. C'est même ce que j'avais dit dans, en fait, l'analyse, en fait, lors de la dernière vidéo, c'était que s'il voulait gagner ce combat, il ne devait pas faire comme Chandler, c'est-à-dire encore venir de la même manière et tout donner dès le début, tout en sachant que Petayan, en fait, c'est un moteur diesel. Et qu'une fois que le moteur est lancé, justement, bah après, c'est fini, quoi. Lui, après, il te gère, justement, il est bien sur ses jambes et, et après, il te termine. Donc, il a été un peu attentif, en fait, genre, lors du premier round. Il a donné quelques bons coups, mais globalement, je trouve que celui qui domine, en fait, le premier round, pour moi, c'est Petayan. On arrive au deuxième. Là, lui met très bien, en fait, genre, ce qu'il sait très bien faire, justement. C'est un très bon lutteur aussi, tu vois, quand même. Donc, vu qu'il passe presque tout le round, en fait, je crois tout le round, en fait, genre, sur lui, genre, il gère bien, genre, sur son dos, et puis tout, genre, Peter ne peut pas sortir, genre, contrairement, je crois, au quatrième, il arrive à sortir quand il l'amène au sol. Là, le round va clairement de son côté. On est à 1-1. Le troisième, c'est à peu près la même chose que le deuxième. Donc, on est à 2-1. Au quatrième, Petayan, en fait, domine clairement pour moi, en fait, dans le round. Maintenant, donc, on est au cinquième. La décision doit se faire pour moi au cinquième. Qui gagne, en fait, dans le cinquième round? Pour moi, c'est pareil. C'est aussi Jean Petayan. Donc, moi, sur ma liste à moi, donc, en fait, j'ai 3-2. Donc, après, quand je vois, en fait, à la fin, genre, que Sterling gagne, waouh, surprise quand même. Après, je me dis, bon, peut-être que je suis le seul à avoir mal vu. Nous, déjà, dans le groupe, on est 5. Il y a 3 personnes qui voient la même chose, que Petayan, en fait, il a gagné. On a 2 sorciers qui voient quelque chose de différent. Après, on a Dana. Dana lui-même, en fait, genre, qui est stupéfait, mais qu'est-ce que les juges ont fait? Tu vois, Erwan, dans la vidéo, tu vas peut-être même mettre le tweet, tu vois, un peu de Dana, en fait, où clairement, il dit que les juges, en fait, ils ont foutu la merde. Tu vois, donc c'est dites-moi, juste une question, Johan. Dana, il est ceinture de quoi? Il fait quoi comme sport dans la vie? Arrête cet argument-là. Arrête ça, Léo.
Il boxe un peu. Je crois qu'il boxe un peu, non? Il fait un peu de muscu à la salle, et Non, voilà, non, il fait un peu Ouais, de je crois boxe. j'ai vu quelques trucs là où ça va, Ouais. il tape non, dans il y a mieux, il y a Ouais. mieux, il y Donc, a en mieux, fait, il y a mieux. comme on dit au foot, les footix, lui, en fait, c'est Il un combatix, en fait. y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux. Il est CEO d'une organisation où les gens se tapent. Donc, en fait, tu es en train de me dire que le président d'une équipe de foot, genre Olas, par exemple, de Lyon, il connaît mieux le foot que le footballeur qui est sur le terrain. L'arbitre qui est sur le Non, terrain. mais Léo, cet argument-là, en fait, est-ce que c'est parce que genre, tu es footballeur sur le terrain que ça veut dire que tu connais mieux le foot que Non, je te parle pas du footballeur, l'analyste? je te parle de l'arbitre qui est sur le terrain. L'arbitre ne fait pas des erreurs. Mais donc, non, tout le monde fait des erreurs. Mais Olas donc, connaît voilà. mieux Mais que donc, l'arbitre qui est sur le terrain. mais si tu vois l'erreur de l'arbitre peut faire l'erreur et toi qui es devant ta télé, tu vois l'erreur, non? L'arbitre peut oublier un hors-jeu, il peut avoir un pénalty, l'arbitre ne siffle pas. Et surtout, Parenthèse. on sait qu'il y avait hors-jeu pour Lyon. Continuez, parce qu'il y a un argument que vous n'avez pas, que je veux Non, venir vous donc, tuer avec. Non, donc déjà, en fait, c'est juste pour moi pour revenir en fait genre, sur ça. Il gagne la ceinture, oui, mais il ne méritait pas. Et donc, par conséquent, ils sont obligés de nous donner un troisième combat. John, Bon, déjà, avant d'aborder ce second combat-là, il faut pas que Radi la dernière fois dans le groupe que Sterling a pris le premier combat. Sterling prend le premier combat pour parce qu'il y a disqualification. On sait très bien qu'il était mort dans le film. Ça Il avait chipote. bu. Comment tu Ça, sais? non, voilà, c'est même ce que mon type, comment il s'appelle? Qui te dit qu'au cinquième ou au round suivant, il n'aurait pas renversé la vapeur? Qui te dit? Arrête ça, Léo. Quand tu Ils apprends ont coupé au quatrième ou au cinquième? Au quatrième, non? Au Au quatrième, non? quatrième round, Le premier combat. c'était Au quatrième quatrième, round. non? C'était au quatrième. Ah, je pensais au cinquième. Mais bon, disqualification. Non, pour revenir à ce combat-là, ça y est, pour moi, il y avait, ça y est, les 2 rounds que Sterling prend, il les gagne haut la main. Ça y est, il a fait un excellent travail, le timing parfait d'emmener au sol. Moi, ce que moi j'ai surtout apprécié, c'est quand il a verrouillé en fait. Et pour verrouiller en levier comme ça et garder quelqu'un en levier. Bon, c'est là où tu vois que tu fais ça avec les gars qui ont nos gabarits là, c'est compliqué pour faire ce genre de levier là. Parce que mon gars, il faut avoir des jambes immenses. Et moi, c'est ce que j'ai apprécié il a fait ce qu'il fallait faire au sol, le troisième et au quatrième. Maintenant, les 2 suivants, Yann les prend pour moi. Maintenant, mon problème se situe au premier round. Pourquoi je dis Yann prend le premier round? Il n'y a pas une grosse activité. Ça, c'est même pas un truc. Il n'y a pas une grosse activité. Tu as, comment il s'appelle, Sterling qui fait ses déplacements latéraux de part et d'autre de l'octogone. Mais l'octogone contrôle, qui est un critère quand même qui pèse dans l'analyse. L'octogone contrôle, pour moi, c'est Yann qui maîtrise l'octogone. L'autre est simplement là, il bouge à gauche, à droite pour chercher à trouver les angles, mais il y a l'octogone contrôle. Et ce sont déjà des critères qui ont déjà pesé dans certaines décisions. Comment il s'appelle? Jones bat le mec qui a le marteau là, Santos. Quand Jones bat Santos, ça fait partie des éléments qu'on a mis en avant en disant l'octogone contrôle de Jones. Quand il bat Reyes, c'est une décision même que je voyais comme ça. Ce sont également des éléments qu'on a mis en avant. Mais là, sur ce point, bizarrement, on ne prend pas, bon, à part le juge Lee, salutations au juge Lee, à part le juge Lee qui voit ce que nous on a vu, pour moi, c'est sur ce point-là. C'est vrai qu'on dit l'avantage du champion, etc., mais l'avantage du champion, pour moi... Enfin, tu as compris. Mais cet avantage du champion-là ne doit pas y être parce qu'il y a ce critère-là, pour moi, qui bouffe. Et pourtant, tu viens de citer 2 exemples sur John Bon Jones
où on avait Oui. donné l'avantage à John Bon Jones, mais John Bon Jones, à ce moment-là, il était quoi? Champion. Il était champion. Voilà. Donc, en fait, si tu as terminé, je Oui, j'ai terminé. vais prendre. En fait, je ne suis pas en désaccord avec vous. D'accord? Je pense que vous avez juste réagi sur l'effet de la passion parce que le match, il était vilain, il était moche. Et effectivement, Peter Yan, tu sens que c'est quelqu'un qui, normalement, devait gagner ce combat-là. Hein, on est tous d'accord. Même moi, dans mon pronostic, j'ai pronostiqué un contre, tu vois, parce que je n'étais pas serein par rapport à l'élément. Sauf que, je vais prendre une référence très simple que vous connaissez et que vous ne pouvez pas bouder. Le premier match, Fury-Wilder. Fury, il atomise Wilder. Wilder a mis KO une seule fois Fury de tout le game. Parce que c'est le champion. Parce que c'est le champion, on donne match nul à la fin. Donc cet argument-là, cet argument, vous l'avez oublié, c'est que la personne qui arrive en champion lors de ce match-là, ce n'est pas Peter Yan, hein, c'est Sterling. Donc, c'est forcément Sterling qui va être avantagé. Et pour le contrôle du premier round, c'est à Peter Yan de venir défoncer le champion. Donc, le champion, il reste simplement au niveau défensif. Pour moi, le premier round, c'est un match nul. Pour moi, le premier round, c'est un match nul. Mais comme ça n'existe pas dans les notations, dans ces notations-là, forcément, on a avantagé le champion. C'est pour ça que quand tu as dit 2-1 ou 2-2 pour toi, Johan, moi, j'ai dit, moi, j'étais étonné. Parce que moi, dans ma tête, vous aviez oublié que le champion, à la base, c'est Sterling. Et c'est vrai que du combat, là, on aurait pu croire que c'était Petr Yan. Mais voilà, aujourd'hui, il n'y a que cet argument-là qu'il faut prendre en compte. C'est le champion. D'accord, et d'accord. Et forcément avantagé lorsqu'il y a une indécision. Non, mais après, est-ce qu'il est le seul champion? Parce que après, en venant sur ce combat, Yann aussi, il est champion intérim. Donc, moi, je me dis, il y a deux champions qui s'affrontent. Et comme vous avez dit, comme vous l'avez si bien mentionné, c'est vrai, Aljo a gagné le deuxième round et le troisième round. Yann gagne le quatrième, le cinquième. Le combat se départage au premier. Au premier, il n'y a pas eu assez d'activité. Donc, on va donner avantage à quel élément? L'élément dont John a fait mention, le contrôle du centre de l'octogone. Et ce contrôle-là, c'était Yann qui l'avait. Donc, normalement, Yann gagne le premier round. Merci, Juge-Lee. Donc, après, je ne veux pas cracher sur la performance de Aljo. La performance est à saluer. Moi, pour quelqu'un qui revient de 2 opérations, tu vois, quelqu'un qui revient de 2 opérations et qui a même failli perdre sa carrière parce que apparemment les docteurs disaient si tu repars combattre, c'est fini après l'opération, tu peux plus combattre en fait. Donc, quelqu'un qui revient de 2 opérations comme ça et te sort une performance comme ça a salué. Il est le champion sur le papier. Mais maintenant, la suite verra. Comme Johan dit, moi, je veux le troisième combat est légitime. Un troisième combat, c'est légitime. Peter Yan Sterling 3, c'est légitime. Bon, après, si vous ne voulez pas entendre parler de ça, il y a le king de la division qui revient, Henry Cejudo. Triple C. Il a call out, non? Hein? En plus, il a call out. Sterling a call out TJ. Il a TJ, ouais. Il a call out TJ. Il a call out TJ. Il a dit si Cejudo veut être démodé à double C, il peut l'appeler, il n'y a pas de problème. Il peut le prendre. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais, excuse-moi, c'est quoi la définition d'intérim? Puisque le champion n'est pas là, c'est moi le champion. Bon, là, maintenant, le champion est en face de lui, donc le champion, c'est qui? C'est Sterling, c'est plus lui. Okay. Non, mais les deux sont champions. Non, à partir du moment où tu arrives devant le champion, la considération du juge, c'est de se dire, lui, c'est le remplaçant, lui, c'est le titulaire. Le titulaire, il est toujours avantagé. Mais c'est ça, les gars. Donc, ce qui nous amène à la deuxième partie
de l'épisode. Donc, on va basculer du côté de la boxe. Avec le premier combat qu'on va analyser, premier combat qui va se tenir le 16 avril du côté du Texas, qui va opposer Errol Spence et Yordenis Ugas. Donc, toutes les ceintures seront sur la table. Les gars, comment vous voyez le combat? On va rappeler que ce sera la 12e fois qu'un combat pour l'unification se fait dans la catégorie welter de l'histoire. C'est fou. Ce sera grandiose pour le sport. Mais bon, on a un qui sera peut-être avantagé parce qu'il combat dans sa ville natale, Errol Spence, mais qui revient de blessure. Donc, comment ça va se faire? Comment ça va se passer? Comment vous voyez le combat se dérouler? On commence par qui? Qui est chaud? Oh, si je peux commencer. OK, let's go. Léo? Jusqu'à il y a 2 jours, je me disais ce sera une promenade de santé pour Errol Spence. Parce que pour moi, il est au-dessus de Ugas. Ça, je me suis dit ça pendant pas mal de temps. J'ai regardé à nouveau des combats. Il frappe fort, il est dur. Il a la taille qu'il faut, je pense, pour garder à distance Ugas. Mais il y a 2 jours, enfin peut-être plus, j'ai allumé la radio et j'ai entendu un truc qui peut faire tilt dans la tête de Ugas. La boxe est devenue professionnelle à Cuba. Bam, bam. Motivation supplémentaire. Et on sait que la boxe, c'est le sport numéro 1 à Cuba. Yeah. Donc, je pense que ce gars-là va venir sur le ring et va tout mettre. Il peut même mourir là sur ce combat-là. Parce que c'est une religion, hein, c'est une religion chez eux. Et ils attendaient que ça. Ils ne pouvaient pas dire autrement parce qu'il y avait Castro, etc., la familia, etc. Mais là, la boxe, je répète, la boxe amateur est devenue professionnelle à Cuba. Donc, il y a un déclic qui va se faire et je pense que ça va aller à la décision. OK. Sur la même longueur d'onde, mais tu penses Ça va aller à la décision pour qui? Je dirais ça au moment des pronostics. Donc, il y a Parker Rinaldi qui dit qu'il va, bon, lui, il donne déjà son pronostic, donc non, on va attendre, puisque lui, il a donné son pronostic. Mais il ajoute que Spence est en route pour le super fight contre Crawford. Il n'a pas droit à l'erreur. En vrai, les yeux sont sur lui, car Crawford l'a call-out. Et c'est lui qui a son destin entre ses mains, en fait. Donc, lui se dit, Spence est motivé. Donc, il vient pour faire un statement, si on peut le dire comme ça. Qui prend la suite, Johan? Ouais. Non, mais moi, je suis d'accord, en fait, juste avec le début de ce que Léo a dit et puis ce que a dit aussi Jean Parker. Pour moi, Spence, c'est le meilleur boxeur, en fait, avec Ugas, quoi, tu vois. Bon, avec Crawford, tu vois. C'est le super fight que tout le monde a envie de voir, que tout le monde voulait voir, que tout le monde s'attendait à voir. Sauf que Spence, en calculant, lui, ce qu'il s'est dit, c'est bon, je vais d'abord aller prendre, je pense, le plus abordable des deux, entre Ugas et puis genre Crawford. Tu vois, je vais d'abord donc aller chercher Ugas pour aller prendre ma 3e ceinture. Après, genre, donc, aller maintenant, genre, décrocher la 4e. Tu vois, c'est un calcul. C'est juste ça a été juste le calcul. Donc, bon, moi, je vais directement donner, genre, mon pronostic parce que moi, je n'ai pas peur contrairement aux autres. Moi, je vais quand même partir sur Ugas. Pas que je pense que Ugas, en fait, il est meilleur ou que l'histoire, que ce soit genre à Cuba, ça va le galvaniser, qui va gagner. Mais c'est juste parce que ce calcul, en fait, genre du super fight, en fait, moi, ça me dérange. Le calcul qu'il a fait, en fait, de se dire, OK, je vais laisser Jean Crawford encore prendre peut-être de l'âge, parce que lui, il est plus jeune que les deux autres. N'oublions pas, en fait, il est beaucoup plus jeune que les deux autres. Donc,
arriver sur ce combat-là, en fait, genre, plus frais peut-être qu'un Crawford. Il est déjà en train de compter les années, en fait, avant la retraite. Rien que pour ça, en fait, j'aimerais qu'il perde le combat. Tu vois. Et puis, après voir souvent... Ouais, ça, c'est le mauvais cœur. Mais dis-moi, Yohan, je suis sûr que tu veux remonter dans le classement des paris, là, parce que je n'ai pas l'impression que tu as envie, en fait. Non, mais ça, c'est juste comme j'ai dit, en fait, c'est juste parce que moi, le calcul qu'il a fait, en fait, genre, j'ai pas apprécié. En plus, on avait fait l'analyse la dernière fois, en fait, où tu as Crawford, en fait, que te call out comme ça, avec tout ce qui a toujours été interchangé entre les deux, genre, tu vois, par presse interposée et puis tout. Et là, on dit, mais genre, silence radio, et puis après, on entend, genre, finalement, c'est Ugas que tu vas combattre. Come on. Tout le monde voulait voir, genre, le super fight. Et pourquoi ne pas l'avoir fait maintenant? Moi, en fait, c'est sur ce point, en fait, moi, l'image déçu, genre, et la punition, la meilleure, pour moi, ce serait qu'il perd le combat. Tu vois, ça, c'est genre, comme je dis, c'est extra sportif. Il n'a rien, parce que si on analyse, en fait, genre, concrètement, genre, qui est le meilleur combattant, il y a deux personnes qui sont au-dessus, clairement dans la division. Et donc, normalement, il part sur ce combat en tant que favori. Il est le grand favori. Il doit aller prendre, en fait, si tu veux, sa troisième ceinture avant le super fight. Voilà, donc, moi, je voulais juste terminer là-dessus. OK. Donc, moi, par rapport au combat, en fait, moi, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en compte, enfin, que je pense qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire l'activité des deux boxeurs. Tu as Ugas qui est plus actif que Spence. Parce que Spence, si tu prends sur les deux, pardon, les 2-3 dernières années, il a fait 2 gaps et des gaps d'1 an. Ouais. Bon, il y a voilà, il y a eu ces gaps-là. Il y a eu sa fameuse blessure, son œil qui est problématique. Bon, s'il revient, c'est qu'on se dit, on part du principe, enfin, j'espère pour lui, hein, parce que voilà, c'est l'œil quand même, j'espère pour lui que voilà. Mais moi, c'est cette activité déjà où je me dis, Ugas part avec l'avantage de l'activité. Premier point. Maintenant, sur la question de la supériorité de deux boxeurs, bon, on va pas, vous avez déjà dit ce qu'il y avait à dire là-dessus. Spence, c'est quelqu'un qui est très agressif. Il a un jab qui est super puissant, qui est très agressif. J'aime bien l'élément quand il frappe au corps, mon gars. Faut pas avoir mangé parce que c'est la DH qui peut t'attraper quand l'élément cogne au corps. Donc, il est supérieur. C'est voilà. Maintenant, il y a un élément que j'aime bien par rapport à ce combat, c'est que Ugas face au fausse patte, il s'en est pas si mal que sorti que ça. Son bilan sur les derniers combats, même quand il a affronté les Southpaw, c'était plutôt positif. Donc, il sait de quoi il s'agit. Il sait également ce que ça fait de prendre des combats, bon, entre guillemets, short. Bon, même si là, c'est pas short notice, mais il sait ce que ça fait de prendre les combats quand c'est pas lui qui est prévu initialement. On va se face à Manny Pacquiao. C'était Spence qui était prévu. Il est venu, voilà, il a fait le taf. Je pense également que c'est un combat qui va aller à la décision. Je pense que ça va aller à la décision et décision en faveur du Gas. Et donc, moi, ouais, bon, comme vous avez... moi, par contre, je vois pas la décision. Mais bon, comme vous avez déjà si bien mentionné, la différence se fait au niveau de l'activité des deux boxeurs. Bon, c'est vrai. Par contre, il y a un point sur lequel j'ai envie de revenir, en fait. Quand vous dites que Spence, c'est le meilleur des deux. Bon, Spence, je veux dire, à la technique des deux, je ne vais pas forcément dire que Spence est le meilleur. C'est vrai, Spence, c'est le plus décoré des deux, oui, mais pas forcément le meilleur. Parce que déjà, bon, à la technique, la façon de boxer de Spence, elle est, on va dire safe. Il boxe de façon safe. C'est quelqu'un qui va rester derrière son jab, qui va monter sa garde haute pour ne pas être touché. Les body shots, yes, tu vas ressentir les coups lorsque ça touche le corps.
et c'est la partie qui vise le plus. Mais c'est boring, tu vois. Et c'est la critique qui se fait. Efficace aussi. Ouais, c'est boring. Bon, ok, boring, mais efficace. Et c'est la critique qui se fait. Et il y a encore un autre élément qui s'ajoute. Déjà au départ, Spence a des lacunes athlétiques. Et là, il sort de blessure. Tu vas affronter un gars qui est super athlétique, en fait. C'est vrai, son coach disait la dernière fois, c'est vrai, les gens disent que Spence, c'est pas quelqu'un qui est athlétique, des trucs comme ça, mais sa façon de boxer peut causer des problèmes à beaucoup de boxeurs. Mais en face de lui, il a quelqu'un qui est athlétique et au sommet de sa forme, en fait. Tu vois, et là, je pense, pour quelqu'un comme Spence, qui revient de blessure, qui revient d'un accident grave, est-ce que la sécurité va jouer dessus ou bien? Parce que déjà, et je me dis aussi, le combat make sense pour les deux boxeurs. Tu as comment on appelle, Ugas, qui a step in lorsque Spence s'est retiré pour affronter Manny Pacquiao. Il bat Manny Pacquiao et avec la manière. Il y a quoi de mieux pour ne pas ajouter à cette histoire le fait qu'après avoir battu Manny Pacquiao, je t'éradique en fait, tu vois, genre, bon, ouais, pourquoi moi je me dis, ce combat-là, il y a trop, c'est vrai, Spence va combattre devant son peuple, son people, c'est vrai, mais les facultés physiques ne seront pas là, mais tu as quelqu'un qui vient avec la forme. Les gens, on bastonne les gens dans leur ville natale. Hein. C'est ça aussi, Demandez à Lewis, hein. on peut demander à Derrick Lewis. Donc, c'est ça. Moi, je me dis, les gars, septième, C'est quoi ton pronostic? au septième, à partir du septième, huitième, neuvième, quand ça va devenir compliqué, là, quelqu'un qui va aller au sol, et je suis désolé, les gars, cette personne sera Errol Spence. Pour moi, KO. Pour moi, KO au huitième. Je cherchais les problèmes. Mais lui, bon, donc, je finaliserai mon pronostic en disant la chose suivante, c'est que c'est justement parce que Errol Spence revient de blessure qu'il va faire attention et qu'il va faire durer le combat. C'est justement parce que Ugas est quand même un Cubain à la base et donc très technique et très tendance boxe amateur qu'il aura du mal à mettre KO Spence. C'est pour ça que moi je donne Spence à la décision. Ok, yeah, c'est vrai. Juste un truc, bon, c'est pas pour ajouter sur le pronostic. En fait, je regardais une vidéo là, il y a un élément là qui disait, en fait, Spence lui fait penser à, il faisait un parallèle avec Tim Duncan au niveau de, genre, lui, c'est les fondamentaux. Il n'est pas là pour le flashy style, lui, c'est fondamentaux. Ouais, donc c'était ça. Donc on a Parker qui dit Spence en 12 rounds. On a Léo aussi, ou bien Léo, oui. Spence à la décision aussi. Léo, Spence à la décision. Parker, Spence à la décision. John, Ugas à la décision. Et Johan, Ugas. Ugas, septième. Oh! C'est un gars du chaos. Et Tubbs, Ugas au huitième. Let's go! Ce qui nous amène, on reste toujours dans la boxe, mais on attaque les poids lourds. Entre parenthèses, on va rappeler aussi que dans la capsule, on a une princesse aussi qui va combattre le même jour. Oh, Léo, tu veux nous faire le rapport ou quoi, yo? Le même jour que Tyson Fury et Dylan White se battent. On a notre petite dans la capsule aussi qui va se battre. Et on envoie tous les encouragements. Léo, tu nous donnes plus d'informations sur le truc? Bah, écoutez, donc, comme je vous l'avais dit, elle est devenue championne de France zone sud il y a 3 semaines. Et donc, du coup, là, elle remet sa ceinture en jeu pour unifier le nord et le sud. Non. Donc là, hein? Je voulais dire non, il n'y a pas d'unification. On prend tout, nous, on prend tout. Voilà. Donc, elle part le 23 avril. Bon, on a eu beaucoup de difficultés pour trouver
les moyens de transport, la logistique, parce que c'est le week-end des élections et que tout coûte une blinde. Donc là, normalement, elle se prépare bien. Elle vient de passer en plus sa ceinture. Elle vient de passer ceinture verte, donc de orange à verte. Elle est seule à représenter donc, le sud de la France, Toulouse, Cugnot, exactement. Là, concrètement, moi, je vais vous dire, elle est largement favorite parce qu'elle est en pupille, elle est à une catégorie de poids qui est à 40 kilos et elle fait quasiment une ou deux têtes de plus que ses concurrentes. Et franchement, le championnat de France, là, la Coupe de France, là, elle arrive au bon moment parce qu'à quelques jours près, elle devait combattre en Benjamin. À quelques jours près, elle devait combattre en Benjamin. Elle a le potentiel. Maintenant, les défauts de ma fille, c'est qu'elle est comme son père, elle n'aime pas faire mal. C'est-à-dire que Non, elle n'aime pas faire mal. Sincèrement, moi, je n'aime pas faire mal. Quand je mets un coup de poing à quelqu'un, je me sens mal à sa place, en fait, parce que je sais que ça... Et c'est ça, c'est son défaut. Elle a tendance à lever la jambe dès qu'elle t'a touché et que tu dis « aïe », elle ne veut plus te toucher. Elle ne veut plus te toucher, donc elle va rester beaucoup dans la technique. Sauf que déjà, le dernier combat, je lui ai fait comprendre que, tu as vu, pendant que tu restes dans la technique, il y a des gens qui te rentrent dedans. Et quand les gens te rentrent dedans, tu t'énerves bêtement. Donc, avant que quelqu'un rentre sur toi, ben, tu tapes en premier. C'est toujours comme ça. Tu tapes en premier, tu fais mal. Donc là, elle est très concentrée. Elle est encore au karaté aujourd'hui. Au lieu d'avoir 2 entraînements par semaine, elle en a 4. Donc là, on la prépare en force. Futur champion. Let's go! Ouais, ben, c'est ce qu'on veut. Donc, moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierai de vous mettre soit en live sur la capsule, soit j'enregistrerai, je vous enverrai les vidéos. Ouais, de toutes les façons, t'as quartier libre, man. Tu nous fais le live, on se connecte seulement. Ok, bah c'est. Let's go! Le combat aura lieu certainement 13h heure française. Samedi, 13h. Ok. Ouais. On sera câblé, man. Ok, Donc, très bien. on attaque. Dylan White contre Tyson Fury le 23 avril à Wembley. Les gars, comment vous voyez le fight? Bon, après pour la plupart, bon, je pense que ce sera déjà straightforward, donc tout droit au but. En ce qui concerne le combat lui-même, en fait, c'est que je pense que c'est Tyson Fury qui va décider comment il a envie de gagner ce combat-là. Sur les derniers combats, on a vu Tyson Fury, on sait que c'est quelqu'un qui peut aller, qui va sur la distance. Il peut aller sur la distance. Même quand tu le mets en difficulté, il t'amène sur la distance. Il peut, quand il avait battu l'Allemand, là, juste avant l'affrontement contre Wilder, là, comment il s'appelait? Wallin, je ne sais plus qui, là. C'était pareil. Ils vont au 10e. Et le mec, Tyson Fury finit même avec l'arcade ensemble. Et quand il arrive contre Wilder, le mec, alors qu'on disait que c'était pas quelqu'un qui avait le knockout power, malgré le nombre de KO qu'il a au cours de sa carrière, c'est bizarre. Et l'élément est devenu agressif. Il a dirigé le combat et on a vu ce que ça a donné. Le gars a fini KO. Je pense que White, c'est quelqu'un qui est épais. C'est le même style épais. C'est un peu les gars comme les Shizora. Donc, je pense qu'il va utiliser la même tactique que face à Wilder. C'est-à-dire le combat ultra rapproché. Il pèse sur toi pour t'empêcher de déclencher parce que White, s'il déclenche le crochet droit, tu peux t'endormir. Mais il a déjà vu ça. Moi, c'est pour ça que je dis Tyson Fury 8e, 9e. Il a déjà vu ça. En termes de technique, bon, je ne sais pas s'il faut encore qu'on rappelle à quoi ressemble Tyson Fury sur un ring en termes de technique, le style. Voilà.
White, c'est un puncher. Il a un jab intéressant. Il a surtout le crochet droit qui est. Voilà. Mais sur les derniers combats, tu fais le premier combat contre le classique Povetkin, tu dures et on te tape. Bon, tu reviens, le deuxième, tu gagnes, mais je ne vois pas. Je vois pas qu'il peut faire là, où je me dis. J'ai revu les combats, hein. C'est même ce qui est intéressant, c'est que j'ai revu les combats ce week-end, les derniers combats. Je me dis, je vois pas ce qu'il peut faire où Tyson Fury, il va battre Tyson Fury, quoi. Donc, on a Parker qui nous fait parvenir que pour lui, il voit Fury aussi gagner par KO. Parce que White sera, bon, c'est vrai, White ne sera pas facile, mais Fury vise plus loin, il vise les ceintures de Anthony Joshua. Donc, il vient dans ce combat pour envoyer un message, en fait, qu'il est le king de la division. Et bon, Joshua n'aura qu'à bien se tenir, quoi. Donc, pour lui, il a Fury en KO aussi. Johan? Oui, mais bon, sur le combat, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire après ce que John a dit. C'est que Fury, en fait, c'est le plus complet. Dans la division, en fait, c'est celui qui sait tout faire. Tu vois. Il peut être très agressif, genre comme le deuxième combat contre Wilder, en fait. Là, il envoie en fait genre au tapis, il peut être très agressif, en fait, directement genre te coller, en fait, enchaîner, tu vois, il garder genre le rythme, le cardio, en fait, genre, il a genre tout le temps. Il peut encaisser, genre se relever. Euh, il peut jouer aussi de son poids, parce qu'on n'oublions pas, c'est quoi, 2 mètres, Ouais. plus de 2 mètres, je sais pas combien, 100 kilos, en fait, genre, 125 kilos, quelque chose comme ça. Hein. 125 kilos. Et on a vu contre Wilder, en fait, quand il s'appuie sur toi, mais en fait, ça te fatigue. Les gens négligent, mais c'est aussi, en fait, une des armes, en fait, qu'il a utilisé contre Wilder. En fait, il joue de son poids sur toi, il s'appuie. C'est vrai, l'arbitre vient, en fait, il vous sépare, mais il revient, en fait, il te fatigue. Comme je dis, en fait, c'est un rouleau compresseur, tu vois, un peu. Et un rouleau compresseur qui peut tout faire. Tu peux aussi, genre, en fait, il a aussi un très bon jab, en fait, genre, la défense aussi, genre, très bonne. En fait, comme je dis, vraiment, il est très, très, très complet. C'est clair qu'en boxe, tout peut arriver. Surtout, en fait, chez les poids lourds, tout peut arriver. Mais normalement, en fait, quand tu vois le combat, si il se déroule, en fait, de la même manière que ces combats précédents, je vois pas, en fait, comment White pourrait gagner le combat. Tu vois, c'est que, quelle que soit la manière dont, en fait, genre, normalement, Fury va aborder le combat, que ce soit de manière très agressive ou même tout simplement en le touchant, en attendant un peu, il est pour moi tellement au-dessus qu'il va gagner. Parce que moi, en fait, aujourd'hui, quand je vois en fait Fury, je me dis juste, on attend qu'il récupère les 4 ceintures pour se dire, OK, c'est un des plus grands en fait, poids lourds de l'histoire. Parce que ce qu'il nous a montré, en fait, genre, on dit juste, waouh. Tu vois, donc moi, j'irais pour une victoire du Fury. Allez, on va dire au 10e. Bah, vous voulez qu'on fasse une Harry Potter ou bien je reste Harry normal? Potter. Moi, je vais d'Harry Potter. Non, les gars, je partage à 85% tout ce que vous avez dit, sauf que vous avez oublié les 15%. Deux choses, parce que vous n'en avez pas parlé, il y a 2 informations erronées que j'ai entendues, même 3. Donc, la première information erronée, tu diras à Parker que ce n'est pas Joshua qui a la dernière Joshua, ceinture. justement, c'est ce que je voulais dire. Ah, Ouais. c'est Usyk. Mais déjà, c'est Usyk. Déjà, il faut que Joshua récupère sa ceinture avec Usyk. Bon, bref, ça, c'est un autre combat. Deuxième chose, c'est pas lui qui a annoncé sa retraite après ce combat-là. Oui, Oh, ouais. mais Je ne crois pas, mais bon. Non, Non, mais je suis d'accord. Je n'y crois pas aussi. Mais ça m'amène à la troisième chose dont on n'a pas parlé. Ce gars-là est instable mentalement. Donc, quand il parle de retraite, est-ce que déjà lui-même, il n'a pas déjà baissé les bras? Parce que le seul ennemi de Fury, c'est Fury lui-même. C'est Fury lui-même. Il peut aller dérailler. C'est bon, on est qualifié. Il peut aller dérailler comme il veut. Il peut. En fait, vous avez oublié une période où il est parti de 120 à 160 kilos.
S'il décide de faire sa coke, il peut aller prendre sa coke, il revient. En fait, moi, j'ai peur de pronostiquer parce que j'attends de voir. Enfin, genre, je vais pronostiquer, hein, je vais annoncer, mais j'ai peur de l'état de Fury avant ce game. Parce que pour lui, moi, je regarde hein, ses commentaires. Pour lui, il n'y a personne, en fait. Même Joshua aussi, que ça ne l'intéresse même pas. Tu vois. Ça ne l'intéresse pas, il a décidé de prendre sa retraite pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait en sorte que il a l'occasion de devenir le GOAT depuis 100 ans? Pourquoi il décide de dire retraite, retraite? Je peux Il y a répondre, quelque chose Léo. qui... Je pense que ça, c'est juste du marketing pour bien vendre le combat. Pour moi, c'est juste... La dernière fois qu'il a dit ça, il a arrêté, mais après, il est revenu. Mais il a arrêté. Mais il est revenu. Mais il n'a toujours pas perdu. Il n'a toujours pas perdu, c'est vrai. Mais les gars, attention. Moi, je ne vais pas aller dire que Dylan White va gagner, mais la force de Dylan White, c'est d'encaisser. Mais sa force, c'est aussi son point faible, c'est qu'il aime provoquer, il aime aller au combat, il a un peu un tempérament à la Chisora. Et puis, il a déjà perdu contre des gars plus faibles que Fury. Il a déjà perdu contre Joshua, il me semble. Hein, il me semble ça. Il a perdu contre Joshua, il a perdu contre Povetkin, je crois, non? Ouais, le premier, le Povetkin 1, il a perdu. Il a perdu, donc... Voilà, la force de White, c'est d'encaisser. Moi, j'ai juste peur de l'état mental de Fury. Donc, moi, s'il vient dans de bonnes conditions, je pense que, et s'il est vraiment sérieux dans son truc de retraite, il va emmener le combat le plus loin possible. Je pense même que sa stratégie, c'est de gagner au point et d'humilier Dylan White. Sauf que Dylan White ne se laissera pas humilier, il va ouvrir la garde, il va prendre un coup et je dirais, ouais, KO entre la 8e et le 10e round. KO pour qui? KO pour Fury. Attends, je ne suis pas fou pour dire Dylan White. Donc, ouais, oui, c'est vrai que pour moi c'est pareil. Hein. Le son de boxe qui arrive le 23 avril, câblez-vous, parce que Fury, c'est impressionnant, c'est le GOAT. Je ne crois pas le GOAT. Oh, le GOAT. Oh, non, c'est un autre débat. Non, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Tu dis, hein? Oh, ou alors rajoute le GOAT du moment et de cette catégorie. Là, peut-être qu'on va être d'accord avec toi. C'est le meilleur boxeur heavyweight actuellement. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que j'ai toujours un goût amer quand je pense au dernier combat contre Wilder. Mais bon, on avance. Wilder aura le temps de se rattraper si jamais il peut encore se battre. Mais bon, et je veux aussi dire, je ne sais pas pourquoi on mentionne Joshua. Joshua n'a aucune ceinture en ce moment, donc les propos selon lesquels Fury vise Anthony Joshua, non, je suis désolé. Fury vise les ceintures qui se baladent entre Anthony Joshua, Andy Ruiz et Usyk. Et c'est ce que Fury vise, en fait. Non, mais ce que tu dis, moi je suis un pro Joshua, mais ce que tu dis, je suis obligé de valider. Parce que même Fury, s'il parle de retraite, c'est parce qu'il pense qu'il va s'ennuyer avec les autres. Là. Il va s'ennuyer. Ça, en fait. Et techniquement parlant, c'est une réalité, en fait. Il va s'ennuyer, en fait. Parce que dans la catégorie... Techniquement parlant, Usyk. Ben oui, j'allais quand même dire ça. Techniquement parlant, Usyk aussi, ça peut être un beau game. Ouais. Moi, c'est au niveau du poids que il va me priver de manger Usyk. Fury aura l'avantage parce que Usyk, c'est même, ça peut même être un light heavyweight. Hein. Il peut combattre. C'était un light heavyweight qui est monté. Qui est monté. Regarde. Donc, c'est ça le truc. Et donc, déjà, quand j'ai trouvé que son poids aurait pu lui faire en fait défaut. Mais comme je disais, en fait, Fury, c'est que lui, il est plus lourd et deux, il bouge comme toi, comme le live heavyweight en fait. Donc, l'avantage avec lequel tu viens dans le combat, au final, tu ne l'as plus. Ouais. Donc, pour moi, je vais pas faire court. Déjà, en plus de ça, il y a les comment on appelle?
les trucs de diva que Dylan White n'arrête pas de faire là. Il ne se présente pas aux press conférences, des trucs comme ça. Donc, ça, c'est en train d'énerver le. Ça, c'est en train d'énerver. Ils sont dans les mind games. C'est en train Tu sais, d'énerver. avec les deux là, tu peux même entendre que le combat n'aura pas lieu parce que l'un s'est drogué, l'autre il va trouver avec les filles dans les. Non, tu vas voir. Oh, mais Dylan White, Ouais, c'est un parce coup de pied du pied au cul. que Dylan White a déjà eu ce genre de, Ah, ben oui. ce genre de problème en plus. Tout à En fait. tout cas, pour moi, je donne Tyson Fury. Ouais, Tyson Fury, 10e round, il va au sol. Pas il va au sol, il envoie Dylan White au sol. Ouais. Le bébé qui est autour, là, il y a un bébé qui n'apparaît pas à l'écran. Il envoie Dylan White au sol. Donc, en boxe, il y a encore quel événement qui arrive le mois prochain? On aura Davis Gervonta qui va affronter Romero. Donc, on sera câblé. On aura peut-être la possibilité d'analyser le combat. En plus, il sera au Barclays Center le 28 mai. La première conférence de presse était un peu électrique. C'était ça. Donc, on arrive au terme de l'émission. Juste une question, Erwan. Oui. Le mois prochain, il n'y a pas le 274? 274, yes. Si. Ouais. Donc, les gars, dites où on peut vous retrouver et surtout, n'oubliez pas, les gars, partagez, aimez et commentez aussi vos pronostics. On est ravis de discuter avec vous. Si vous montez, on va vous faire savoir. Il y a Johan qui est là, il aime bien buter la tête avec les gens. Donc, les gars, dites où on peut vous retrouver. Il y a John, vas-y. Scientifoot 2, déjà. Et comme Erwan a dit, likez, partagez. Si vous aimez la bagarre, venez commenter avec nous. Entre sorciers aussi. On se comprend. Et puis voilà. Et puis, en ce qui concerne le basket, jamais vos teams. Bon, voilà, c'était le mot de la fin. D'accord. Léo? Ben, pareil, Scientifoot 2, Agathe FC aussi sur Facebook. Mais surtout, on a oublié que vous pouvez aussi nous retrouver sur la capsule sur Facebook également. Let's go! Johan? Exactement. Abonnez-vous sur la page. La bagarre. Beaucoup de bagarres. Beaucoup de sorcellerie. Hein. Donc, abonnez-vous. Et on se retrouve sur les Scientifiques 2 et sur Twitter, Unip. Ok, moi c'était Tom. Juste aussi, comme vous avez déjà entendu, donc la capsule, la page, elle est sur Facebook. Allez-y, likez à bloc. N'oubliez pas de partager, aimer, commenter à chaque fois qu'on fait des posts. C'est pour vous informer, c'est pour vous taquiner, c'est pour juste dégommer ensemble. Pour aussi me retrouver sur ma page Facebook, Black Ribbon Tops, où je donne des tips pour workout, ceux qui aiment workout et tout ça, quoi. Donc, on se dit rendez-vous le mois prochain en mai, UFC 274 et Gervonta Davis contre Romero. Woo! Let's go! Until then, we say peace.